Les extraordinaires, ce sont des femmes, des hommes, des inconnus anonymes que vous croisez tous les jours dans votre quotidien. Ils ne font pas la couverture des magazines et pourtant, parce qu'on peut tous faire bouger les lignes et changer les mentalités ensemble pour construire un monde plus humaniste, bienveillant et inclusif, où chacun peut trouver sa place et donner du sens au collectif. Alors, bienvenue dans l'entreprise du 21e siècle. Je m'appelle Loubna Méliane, je suis leader égalité pluralité chez OnePoint. Parce qu'on juge une femme sur sa cuisine, c'est ça? Vous mériteriez vraiment d'être blanc. J'ai jamais pu saquer les queens. Je suis bien d'accord avec la grosse. Dans ce nouvel épisode d'Extraordinaire, je vous propose d'aller à la rencontre de Mame Ibrahane, un athlète olympique qui ne recule devant aucun défi. Dès ses premiers pas sur la piste, il a défié ses limites année après année, atteignant des sommets. Sélectionné aux Jeux Olympiques de Rio 2016 en relais 4x400 mètres, double médaillé de bronze aux Championnats d'Europe, il a su transformer chaque obstacle en opportunité. Son parcours est une leçon de persévérance et d'engagement, un exemple pour tous ceux qui font face aux épreuves. En parallèle de sa carrière sportive, il a fondé Miares Group, une agence qui connecte talents et marques à travers des collaborations créatives. Toujours avide de nouveaux défis, il a aussi brillamment obtenu un bachelor en management du sport en 2015, prouvant que l'ambition n'a pas de frontières. Mame Ibra valorise chaque facette de son parcours, qu'elle soit familiale, sportive ou entrepreneuriale, et puise dans chacune de ses expériences pour aller toujours plus loin. Aujourd'hui, il nous livre son histoire, sa vision et la force intérieure qui le pousse à continuer chaque jour à aller plus loin. Ne manquez pas cette rencontre avec un homme qui ne cesse de repousser les frontières de l'impossible. Bonjour Mame Ibra. Bonjour Loubna. Alors comme on vient de le découvrir à l'instant, tu as un parcours impressionnant en tant qu'entrepreneur et athlète. Comment tu définirais ta philosophie de vie et qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi loin ? Alors, une philosophie de vie où je travaille beaucoup de travail, beaucoup de rencontres, et un petit facteur qui est le facteur chance, je pense, qui fait partie intégrante d'un parcours de vie ou d'une carrière d'athlète ou de celle d'un entrepreneur, tout simplement. Et voilà comment je me définis aujourd'hui. Alors, tu t'es toujours beaucoup entraîné dès ton plus jeune âge, toujours à chercher à améliorer tes performances. T'as toujours eu une vision claire de tes objectifs ou est-ce que tes aspirations, elles ont évolué au fil du temps ? Alors, mes aspirations, elles ont évolué au fil du temps par rapport au contexte que je pouvais avoir, dans lequel je pouvais évoluer, aux difficultés aussi. Je pense que savoir rebondir lors d'un échec ou pouvoir repartir après la réalisation d'un objectif, c'est quelque chose qui était souvent essentiel, voire même primordial. Et voilà, en fonction des momentum, en fonction des objectifs d'une saison, de la réalisation d'un objectif, ça pouvait évoluer. Et c'était le retour d'une expérience aujourd'hui globale qui fait que je peux avoir une vision assez claire de ce qui a marché, où je veux aller, etc. Et quand tu es sportif de haut niveau, tu as toujours le point zéro qui est le début de saison, avec les dates du grand championnat, avec les moments de préparation, les temps forts, les temps faibles, et tu prépares comme ça. Donc tu sais qu'à un moment ça s'arrête, tu sais que tu as une date limite pour des minima, etc. Et en tant qu'entrepreneur, t'as tes propres objectifs, t'as aussi la manière dont tu vas amener les clients pour réussir un deal, pour le closer, pour le toucher, poser une stratégie, etc. Donc c'est différent, mais il y a quand même des similitudes dans les approches et dans la satisfaction, forcément. Donc c'est important de pouvoir faire ces parallèles-là et de se servir du bagage que j'ai pu acquérir avec le sport. Alors avant d'aller creuser ton expérience entrepreneuriale et ton aventure surtout entrepreneuriale, je voulais qu'on revienne sur un de tes moments clés et forts, c'est bien sûr ta participation aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 où tu as été sélectionné en relais. Comment tu as vécu cette expérience ? On est juste après les Jeux de Paris et surtout comment tu as géré ta déception puisque tu n'as pas été sélectionné en individuel. Je pense qu'il y a plusieurs feelings puisque en tant que sportif, les Jeux Olympiques c'est le Graal. Mais oui, c'est la compétition numéro 1 avec beaucoup de transparence. Les Jeux Olympiques pour moi c'était Disneyland, c'était exceptionnel d'être dans un village avec
autant de sportifs, de nationalités différentes, de vivre aussi les Jeux avec certains de mes partenaires avec qui on avait fait des championnats d'Europe, des championnats du monde, etc. Mais les Jeux, ça n'avait rien à voir, c'est un contexte différent. Tu croises ta petite voisine qui te dit jamais bonjour, qui va te dire ah, il y a les Jeux Olympiques, vous y participez ou pas. Enfin, t'intéresses beaucoup plus de monde, tu fais beaucoup plus de choses avec les sponsors, t'as plus de sollicitations. Enfin, tout est décuplé par 10 au moins. Donc j'étais dans un moment en plus de ma carrière où je battais mon record chaque année. J'étais très performant, j'ai pu faire des championnats du monde, finaliste au championnat d'Europe, et j'étais le seul Européen finalement qui n'était pas en finale parce qu'en France on avait des minima qui étaient plus durs. Et quand tu expliques minima, c'est quoi? C'est un temps de qualification. Donc moi j'ai réalisé les minima olympiques, mais j'avais pas réalisé les minima français. Et donc c'est pour ça que j'ai été sélectionné. C'est hyper frustrant. Alors que j'y allais déjà, enfin avec le relais à minima, donc ça changeait rien, il y avait pas de coûts supplémentaires, etc. Voilà, et alors comment on gère une déception? T'es obligé de te remobiliser. Parce que t'es dans une espèce de double, à la fois t'es très satisfait de participer à cette aventure, et puis de l'autre côté, il y a ce petit goût un peu amer. Honnêtement, t'es obligé de te remobiliser, tout de suite. J'ai même envie de dire que tu te remobilises pas parce que t'es vraiment connecté à l'objectif que t'avais sur l'année, avec l'envie de performer, d'emmener aussi le relais le plus loin possible, parce que même si ça reste un sport individuel, l'athlétisme, le relais c'est un sport collectif, avec la volonté de donner le témoin à son partenaire en étant dans la meilleure position possible, d'impulser le relais pour aller chercher quelque chose. Donc je l'ai vécu de manière normale comme ça. Et je pense que c'est après. C'est l'après-coup. Exactement, l'après-coup, parce que voilà, j'ai eu un soutien incroyable de la part de mes proches. On m'avait fait une petite réception avant de partir pour me préparer, me mettre dans les bonnes conditions. J'avais une 50aine d'amis qui étaient venus chez ma mère. Enfin, ça avait été un moment incroyable, et c'est tout ça. C'est aussi ce partage. Les Jeux, je pense que c'est un moment de partage qui est dingue. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les athlètes qui viennent de partout dans le monde, des gens qui ont tout le monde est sur le même pied en fait d'égalité, des gens qui ont des difficultés pour se préparer, qui n'ont pas tout ce qu'il faut. Quand tu es au village, tout le monde peut tout faire. Tu peux aller manger jusqu'à 2h du matin ou même quasiment 24h sur 24 au McDo. Je sais pas si on a le droit de faire du name dropping, mais typiquement, voilà, il y a les dentistes, il y a les soins, il y a les cuisines du monde pour tout le monde. 24h sur 24, tu peux faire ce que tu veux. Il y a pas de temps calme. À n'importe quel moment de la journée, tu peux croiser quelqu'un. On a un peu découvert avec les Jeux de Paris. C'est vrai que c'était impressionnant de se dire que c'est du non-stop, limite 24h sur 24, il y a des animations, et même les spectateurs peuvent participer aussi, et ça c'est assez agréable. Non, c'est fou. Alors, on parle depuis quelques années récemment de la santé mentale des sportifs. C'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Toi, en tant qu'athlète, comment t'as géré justement cette pression mentale liée aux compétitions de haut niveau, et puis même cette déception, parce que ta santé mentale, elle en prend peut-être un sacré coup, ou pas. Je pense que pour un athlète comme moi qui était en construction et qui avait une certaine progression, chaque année je battais mon record, ma santé mentale elle a forcément été mise à rude épreuve à certains moments, mais il y a un certain moment de flottement quand tu atteins tes objectifs tout le temps. C'est-à-dire que moi je battais mon record chaque année, donc dans les statistiques, de 2008 jusqu'à 2016, et donc j'avais ce côté où, niveau européen, niveau mondial, pas de peur d'aller faire les plus grosses compétitions. Plus la compétition était importante, plus j'aimais ça. Plus il y avait du stress, plus j'étais stimulé, plus j'avais envie. Et plus, quand j'avais des petites compétitions à faire, j'avais un peu plus déjà de mal à me réaliser, parce que ça me faisait pas... j'avais pas ce stress-là, j'avais pas ce stade avec plein de monde, tu veux dire que t'aimes beaucoup ce stress, en fait? C'est quelque chose qui te stimule? Ouais, ça m'a stimulé énormément, et c'est visible par les vidéos, par mes résultats, etc. C'est un stress qui avait plusieurs facteurs, mais dans ces facteurs-là, c'est punaise, j'ai de la chance d'être là. J'ai la chance de courir devant tant de monde. J'ai la chance que ma mère puisse me voir à la télé ou être présente dans le stade. J'ai la chance de pouvoir m'exprimer à 120% de mes capacités, et ça me faisait
ça me faisait kiffer, hein, tout simplement, excuse-moi du mot, mais, non, mais ça me faisait kiffer parce que c'est des moments de vie et c'est des émotions que je retrouverai jamais. Et tu as donné un exemple en parlant des jeux. En 2013, j'ai fait la Diamond League de Paris au Stade de France. Et là, c'est la première fois où il y avait donc le grand frère de ma mère, il y avait ma mère, il y avait mes cousins, etc. Là, pour le coup, il y avait toute la famille. Il y avait la famille qui était venue et il y avait 59 000 personnes. Et en vrai, les gens ne me connaissaient pas forcément, mais quand t'es un Français, t'es derrière les starting blocks et que t'es chez toi, les gens t'encourageaient. Ben oui, forcément. Et quand je suis retourné pendant les Jeux à Paris, je me remémorais ces souvenirs-là, d'avoir couru au Stade de France. Pour moi, après cette course-là, je me souviens, j'étais rentré à l'hôtel, etc. J'avais toujours ce bourdonnement jusqu'à tard dans la nuit. J'avais eu du mal à dormir parce que après une compétition, déjà c'est difficile, mais là c'était. Ouais, on a du mal à redescendre. Exactement. Là, c'était encore plus dur. J'avais vécu un truc de fou, et là, je m'étais dit, punaise. Quelques semaines avant, je venais de courir pour la première fois en 45 secondes, et là, je m'étais dit non, là. Il faut que je refasse tous les gros stades. Je vais regarder les stades où il y a le plus de monde et il faut que je cours. Je savais que j'avais vu les Jeux de 2008 à la télé. Je m'étais dit, il y a les championnats du monde en 2015, il faut que tu cours au nid d'oiseau. Et aujourd'hui, j'ai encore un peu des frissons de ces compétitions-là. Ça m'a animé, etc. On le sent en tout cas quand on parle. Ouais, on sent qu'il y a encore cette... Ça a fait partie de moi et ça a fait partie aussi de ma santé mentale parce que je me nourrissais de ça. Et là, après, on va aller dans ce qui est un peu plus profond. C'est quand je me suis blessé pour la première fois, et c'était la première fois que je faisais pas une saison complète en 2017, une blessure assez importante où il fallait entre 18 et 24 mois pour revenir. Se rétablir. Exactement. Je m'étais retrouver le 100% de mes capacités. Je m'étais rompu le tendon gauche, donc le tendon direct et réfléchi du rectus femoris. Alors ça me parle pas du tout. Mais bon, voilà une blessure qui est plutôt. Tu me disais de footballeur. De footballeur, voilà. Ouais. Tu vois, quand on frappe la balle selon des gestes, etc. Et cette blessure-là a fait que ton château de cartes s'écroule. T'as plus forcément tout de suite les mêmes entrées pour les meetings. Tu dois revenir à ton niveau de performance. Mais moi, on m'a demandé d'être un peu patient. Le processus, au début, c'était 40 jours alité pour que mon tendon se refasse. Et une fois que mon tendon Ça doit être difficile pour un athlète de haut niveau de rester 40 jours alité. En vrai, c'était chiant. Ouais. Parce qu'avec des béquilles, je pouvais pas trop sortir. Il fallait faire attention, pas de faux mouvements, etc. La seule chose qui était bien, c'est que j'avais jamais vu Game of Thrones, donc j'ai tout rattrapé. T'en as profité. Ouais, j'ai tout rattrapé. Et pour le coup, la série était vraiment bien pour ce moment de ma vie. Ouais, vraiment, franchement, c'était vraiment, vraiment bien. Au début, je disais, vous me parlez d'un truc au Moyen-Âge, etc. C'est pas pour moi, mais finalement, pas du tout. C'était top. C'est très contemporain. Exactement. C'était vraiment, vraiment, vraiment bien. Et là, dans ce processus où tu repars un peu à zéro, les années après étaient un peu difficiles, tu vois. L'année 1, quand tu reviens, t'es pas le numéro 1. Des gens que tu battais tout le temps, limite, ils sont juste derrière toi. Ouais, c'est difficile à gérer. Ouais, franchement, c'est difficile. Et surtout, c'est là où tu te rends compte des fois que tes adversaires, t'as plusieurs facettes de tes adversaires. T'as des adversaires qui vont te battre à un niveau de performance qui n'est pas le tien, mais qui est le leur, et qui se pensent plus fort que toi, alors que pas du tout. Finalement, on court à un niveau qui est, j'ai même envie de dire nul, le temps de revenir à mon niveau, qui toucheront pas le tien, mais qui se disent, je l'ai battu et c'est une satisfaction. Alors que normalement, dans la vie de sportif, tu dois pas te satisfaire de battre quelqu'un, tu dois te satisfaire de gagner. Et puis surtout de gagner du temps sur ton propre temps. Exactement. Donc c'est des moments de vie, c'est des choses où tu te dis, punaise, en fait, peut-être il y avait beaucoup de gens qui voulaient me battre juste comme ça, juste me battre, mais non, en fait, non. Il faut aller vouloir se... surtout quand c'est un sport individuel comme ça, je pense que c'est vraiment le dépassement de toi face à toi-même. C'est toi face à toi-même, toi face à comme je t'ai dit tout à l'heure, tes objectifs, avoir envie de passer la ligne le premier, mais qu'est-ce qu'il y a... Il se passe quoi derrière? Comme je te disais tout à l'heure, chaque saison repart à zéro. Ouais. Ton palmarès se construit, mais... à chaque fois, tu dois repartir en compétition, faire des doublés, faire des triplés, toutes ces choses-là. Selon certains sports, c'est pas évident. Donc, il faut toujours être concentré sur ça et se régénérer aussi mentalement pour pouvoir repartir et remettre cette couche à l'entraînement, faire ses séances en plus, s'entraîner. Et l'entraînement, ça a fait partie... c'était une routine pour moi. À un moment de ma vie où...
si j'allais pas à l'entraînement, je dis à mon coach, perdu, quand est-ce qu'on reprend l'entraînement, etc. Des fois, il me dirait, non, mais là, t'es en vacances, profite, fais d'autres sports, etc. Et c'était important pour moi d'avoir cette rigueur-là, qui m'a inculqué, que j'ai continué à avoir. Et parfois, ça me manque, la routine de sportif, elle est bien aussi, Il y a ses avantages, les soins, on s'occupe de toi, même si l'entraînement du 400 mètres en lui-même est dur, tout le reste, tu peux créer ton petit château, ta petite bulle, bien manger, bien dormir, bien s'entraîner, passer du temps en famille, faire ses études aussi à côté, c'est important. Oui, c'est important, et ça t'a continué derrière à mener tes études. On sent encore beaucoup d'enthousiasme quand t'en parles. Et on sent que que c'est ta famille qui t'a beaucoup porté, en tout cas tes amis qui ont été très présents pour toi. Oui. Ça, c'est une force. Oui, c'est une force. C'est une force, surtout que j'ai pris la décision de pas rejoindre un pôle espoir quand j'étais jeune, donc un centre d'entraînement comme l'INSEP, etc. Je suis resté dans une structure familiale. J'avais la possibilité de pouvoir allier le tout. Et ce contexte-là m'a permis de performer. J'ai fait les JO, j'ai fait des performances hors normes pour la vie que j'avais à côté du sport, c'est-à-dire aller à l'école à un moment à la Défense, m'entraîner à Ivry, habiter dans le 15e. Enfin, ça m'a, tu vois, le petit Parisien quoi, qui perd pas d'énergie en prenant les transports. On prend une personne de province qui, pour la première fois de sa vie, fait le même parcours que moi, pour aller s'entraîner, pour aller étudier et rentrer chez lui, il va finir la journée lessivé. Alors que nous, on avait cette habitude de prendre les transports, d'aller s'entraîner, d'être sur son téléphone, etc. Le vrai Parisien. Et ça, c'est des choses qui ont... Attention, tu vas me créer une opposition avec les Parisiens et les régions. Fais attention. Mais après, c'est une vérité parce que on parlait tout à l'heure de détails, chaque détail compte, etc. Et c'est des détails qui ont fait que, peut-être que rentrer chez moi, tous les jours, être avec ma mère, mes sœurs, etc. Et après ma famille, enfin, ça a c'est beaucoup, du confort. Exactement, ça a beaucoup joué. D'avoir le petit message des gens avec qui j'ai pu grandir. Là je suis là, viens on fait ça. Tiens, il y a tel match, viens on regarde le match. On se fait une soirée pizza, toutes ces choses-là. J'ai pas été coupé de ça très jeune. Donc ça m'a donné aussi une vision claire de ce que je voulais faire. Parler d'autres choses que de sport aussi, c'est hyper important. Et tout ça, ça a été une chance. Et l'environnement fait partie de ta santé mentale aussi. Complètement. Pouvoir en parler, etc. Alors justement, on va parler d'autre chose que de sport. Donc après une carrière sportive bien remplie, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat avec la création de Miares Group. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer cette agence et surtout, ça a été quoi le déclic pour toi de te lancer dans le monde des affaires? C'était assez naturel? Je pense que c'est venu naturellement parce que au-delà de dans mon parcours universitaire, j'ai eu la chance de faire une année de césure chez Allianz, qui est un groupe ce groupe avec cette rigueur allemande, que ce soit au foot ou dans la vie ou dans l'entreprise, on dirait que c'est la même chose. D'accord. Et finalement, ces synergies de travail, ces découvertes du monde de l'entreprise, mon mentor de l'époque, mon tuteur, je peux le citer, Gilbert Dos Santos, qui s'occupait de toute la partie régionale ou du moins d'un secteur d'Allianz. Ça m'a donné envie d'essayer des choses. On m'a challengé, j'avais créé des petites choses pour eux dans le cadre de cette césure-là, et ça m'a toujours, je pense, un peu animé. Le côté sportif de haut niveau fait qu'il y a cette réalisation d'objectifs que tu ne trouves pas forcément quand tu es dans le salariat et quand tu es dans une routine quotidienne tous les jours. Donc là, j'avais ce côté où je me disais, on va essayer, on va voir, monter une boîte. En plus, il y avait eu le Covid, tu regardais plein de trucs, tu te rendais compte qu'il y avait des opportunités. Et ça m'a motivé, tu vois, ça m'a motivé vraiment dans l'idée de dire, tiens, putain, tu réussis ce deal, c'est intéressant, tu crées des choses, c'est intéressant. Tu as toujours ce côté où tu rencontres aussi des gens, parce que j'ai un associé, le fait de partager des choses, de partager des visions, de créer, de continuer, de voir ce qui marche, de voir ce qui marche pas. Alors tout n'est pas parfait, tu loupes des choses, etc. Mais c'est un chemin qui m'a intéressé, qui m'intéresse et qui me permet d'avoir aussi ce même
style aussi de vie de sportif, parce qu'il y a il y a toujours encore des déplacements, toujours des rencontres, le networking, on en parle tous les jours. Ouais, donc ça, c'est important pour toi de rencontrer c'est important, des gens, de nouvelles personnes. C'est un nouveau monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'ai été au JO en tant que spectateur pour la première fois. Et alors, ça a été? Tu trépignais pas sur ton siège? Honnêtement, je pense que ça m'a fait du mal parce que je me sentais encore capable de pouvoir courir, m'entraîner, etc. J'ai pas arrêté parce que je suis blessé de partout, etc. Mais ça m'a fait du bien dans le sens où tu t'es dit que finalement t'étais pas trop mal à ta place d'entrepreneur. Ouais, j'étais pas mal. Ouais. J'ai en plus sur des épreuves, j'ai fait beaucoup d'épreuves. Ma famille a profité. J'étais avec mes enfants qui l'auraient vécu forcément différemment, mais qui ont découvert le monde olympique, qui après couraient partout, voulaient faire tel sport, découvrir ci, ça. Et ça m'a fait du bien de le découvrir comme ça. Et surtout que j'étais aux Jeux à Tokyo en tant qu'athlète. Et Tokyo, c'était un calvaire. On va pas se mentir. Et tu vois, on parlait de santé mentale tout à l'heure. À Tokyo, il fallait faire des tests salivaires tous les matins. Ouais. Il fallait prendre notre température. Ouais. Si jamais tu avais le Covid, tu restais 2 semaines à Tokyo en vase clos. Enfin, donc c'était assez compliqué, mais du coup voilà, Paris ça a été une belle fête. En tant que Parisien, tout le monde avait peur au début. On disait non, tout le monde disait ouais, on va quitter Paris, etc. Et tu disais à tout le monde ne partez pas. Et voilà, effectivement, donc voilà. Alors, à travers Miares Group, t'es impliqué sur plusieurs projets, comme Oyaba, pardon, excuse-moi, yes. Merci. Oyaba, qui est une agence créative dédiée justement au sport féminin et à ses athlètes. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette initiative? Cette initiative, elle a été portée par Rudy Mirabel, donc, qui est mon associé aujourd'hui. Que tu as déjà rencontré, il me semble. Exactement. J'aime beaucoup cette initiative, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle plus longuement. Ouais. Okay. Aucun problème. Parce que les femmes et les femmes athlètes, c'est compliqué. Hein. Ouais. Il semblerait que ce soit pas évident d'aller capter les financements. Je pense que c'est un sujet de société aujourd'hui. La manière dont la création du projet a été pensée. Le moment où il a exposé ce projet-là et cette problématique-là, je me suis dit ouais, c'est top, allons-y, essayons, voyons jusqu'où on peut aller, comment on peut aider. Je suis papa, j'ai une petite fille, j'aimerais bien que moins d'athlètes soient en difficulté avec alors c'est quoi les difficultés? C'est la recherche de sponsors? Je pense que c'est la recherche, enfin c'est même le tout, hein. Il y a la visibilité aussi sur leur pratique sportive, les inégalités, comment sont faits les financements, la médiatisation. On a parlé ou on a fait des choses dans des sports qui sont pourtant exactement les mêmes, qui sont dans les mêmes cadres, etc. Que ce soit le basket, que ce soit le hand, etc. Tu te rends compte que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un sponsor. Les prize money dans certains sports ne sont pas les mêmes, que tout le monde se bat pour avoir vraiment des égalités paritaires dans tout. Et s'il y a des révoltes, s'il y a vraiment des moments où les gens cherchent à trouver des solutions, c'est parce qu'il y a un problème. Et donc nous, on l'a vu, on voit comment ça se passe. On voit les changements aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui ont des initiatives de développement autour des femmes en entreprise. Quand, tu vois, on revient sur les Jeux Olympiques, mais pour la première fois, on a permis aux mamans de venir avec leurs enfants dans le village, alors que les types de partenaires qu'il y a là, ils étaient déjà présents depuis très longtemps. Donc, il y a une évolution, il y a un momentum qui est important. On se rend compte qu'outre-Atlantique, il y a des budgets qui sont mis sur des campagnes, sur des choses qui ne sont pas les mêmes ici. Inspirer aussi les futurs athlètes féminines. Exactement, et inspirer la jeunesse. Il y a des pays qui sont aussi beaucoup plus ouverts aujourd'hui, qui mettent des actions en place. Et il y a des sportifs qui essayent de le faire, même si pour l'instant ça se démocratise pas, mais même des sportifs masculins doivent aujourd'hui sponsoriser, éduquer, etc. Ouais. Donc ça se fait. Ça se fait, ça c'est clair. Dire que ça ne se fait pas, ça serait mentir. Mais c'est une voie qui a un développement, qui aura une croissance beaucoup plus importante que si c'était le secteur masculin, parce que il y a des vrais besoins. Aujourd'hui, il y a des problématiques dans le sport, que ça soit des droits télé, enfin toutes ces choses-là. On est plutôt là sur le consommateur. Mais finalement, dans le développement,
Sur l'athlète, il n'y a pas de consommateur. Exactement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué, mais sur le développement du nombre de pratiquantes sur des sports, on peut que monter. Honnêtement, on peut que monter, et je pense que c'est important, donner envie aussi aux petites filles de faire certains sports qu'on va dire qui sont plutôt pour les garçons, arrêter d'entendre, quand on parle de judo, des garçons qui disent non, mais si tu fais du judo, tu vas ressembler à un garçon, si ça, non, mais non. Il faut pouvoir faire ce dont on a envie, avoir la possibilité de prendre la licence qu'on veut, et qu'il n'y ait pas de différence. Et je pense que dans les sociétés, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui essayent de se battre pour des droits. Il y a des personnes qui ont des postes avec vraiment ces objectifs-là au sein des boîtes. Et je pense que c'est important. Et ce que tu m'expliquais tout à l'heure, tu as une centaine de collaborateurs qui viennent bénévolement pour travailler avec toi. Sur les sujets d'égalité femmes-hommes, tout à fait. Donc ça montre que ça pousse des gens à pouvoir le faire. Et aujourd'hui, peut-être que c'est 5% de la boîte. Peut-être que demain, ça sera 10, 15, 20%. Et ça, c'est important. Et ce que tu développes dans ton quotidien de tous les jours, tu le développeras peut-être aussi chez toi, et ça inspirera tes enfants, tes amis, ta famille, etc. Donc c'est important. Parlons un peu de ta vie personnelle et ta vie de papa, parce que tu nous expliquais que tu étais père d'une petite fille. Et d'un petit garçon. Voilà, tu as 2 enfants. Entre ta carrière d'athlète, ton entreprise, ta vie de famille, comment tu arrives à jongler? Déjà, parce que c'est souvent une question qu'on pose aux femmes. Mais c'est important aussi de voir qu'il y a des papas qui sont hyper impliqués aussi dans... Alors je le suis, et à contrario, une femme qui pourrait dire mon mari il est justement pas souvent là, etc. Forcément je compte beaucoup sur ma compagne, ça c'est hyper important. J'ai, je pense, après les Jeux de Tokyo, pris la décision aussi d'être beaucoup plus présent pour mes enfants, même si mon activité professionnelle fait que j'ai des déplacements, etc. Mais t'as eu un moment l'envie de prendre du temps. Exactement, plus de temps. C'est quoi, ils étaient en bas âge, t'avais envie de profiter de cette période-là? Bas âge. En plus, on parle 3 langues à la maison, donc du coup, il faut être un peu présent si tu veux que les enfants parlent plus une langue qu'une autre. Mais toutes ces choses-là ont fait que j'avais cette envie. C'est aussi une chance d'avoir ces 2 parents présents. Par exemple, je prends 1 heure par semaine où j'encadre l'équipe de foot de mon fils, mais je suis juste présent pour aider vraiment le coach. Mais voilà, typiquement, c'est des choses que participer, etc. Ce week-end, ma fille avait son spectacle de fin d'année de gymnastique. Enfin, voilà, être présent, les voir grandir, découvrir les choses qu'ils sont capables de faire. On a parlé d'un événement, mais le Covid, moi, ça a été super pour moi. On était en famille, vraiment très bien, etc. J'ai des enfants qui sont très sportifs, mais parce que finalement, dès qu'on faisait du sport, on les a emmenés avec nous, donc ils font des choses naturellement. Et ça, c'est important dans l'apprentissage. Être présent fait partie aussi de leur passeport, de leur vie, la compréhension aussi d'être en famille, de manger tous les 4, de passer des moments ensemble. Et ça a pas de prix. Et donc pour moi aussi, mon équilibre personnel. C'est important. Qui te permet d'aller retrouver de la ressource. Exactement. Pour justement accomplir tout ce que tu peux faire à côté. Exactement. Que ce soit ton activité sportive ou entrepreneuriale depuis quelques années maintenant. Exactement. Et même leur immersion dans le sport. Hein. Je te donnais l'exemple. Ils sont venus au JO. Ils viennent sur des trucs de clients des fois, sur des événements. Ils découvrent d'autres sports. Ils voudront en essayer d'autres, etc. Et ça, je pense que c'est important, dans leur éducation, au-delà de celles qu'ils peuvent avoir à l'école. Donc voilà. On sent beaucoup de fierté de papa. Ouais, non, c'est important. Non, mais c'est important. C'est important. Pour terminer, je te propose peut-être d'aller vers l'avenir. Oui. C'est quoi tes projets à venir, à la fois dans le groupe que tu as cofondé, et dans ta carrière personnelle? Est-ce qu'il y a des projets auxquels tu es en train de réfléchir, ou des choses sur lesquelles tu voudrais peut-être des projets sur lesquels je suis en train de réfléchir, non, parce que c'est des projets sur lesquels on agit. C'est bien. J'aime beaucoup. On voit l'action. Voilà, du coup, non, depuis quelques mois, sur des projets de, comment je pourrais appeler ça, de coopération qui permettent de développer même de nouveaux projets finalement à l'intérieur, mais qui nous permettent de répondre à des besoins clients importants, des besoins aussi qu'on a identifiés ces derniers mois, des joint ventures là avec des collaborateurs qui sont peut-être pas très loin d'ici et avec qui on crée
le côté aussi, bon, je vais vous citer forcément, mais le côté OnePoint, découvrir au niveau de la transformation digitale qui permet finalement de faire énormément de choses, d'avoir des scopes très larges. Parce que toi, t'accompagnes tes clients sur... Des sujets sport essentiellement. Oh, d'accord. Donc ça peut être de sport, de lifestyle, de mode, créer des projets autour de, comment ça s'appelle, des nouveaux projets sportifs, plein de choses comme ça, sur de la stratégie, sur du planning strat, sur quelles sont les nouvelles tendances, comment y arriver. On a parlé beaucoup des JO, mais là on est sur un momentum où finalement on va aller à l'autre bout du globe, avec des championnats, une Coupe du Monde de football et des Jeux Olympiques aux États-Unis. Donc les marchés ne sont pas du tout les mêmes. Là on parlait beaucoup Europe, mais quand tu veux faire des choses là-bas, comment tu fais, comment tu actives sur le sol européen ces grands événements. Donc il y a tout ça qui arrive un peu au même moment. On parle aussi beaucoup du Middle East avec des positionnements très clairs sur d'autres gros événements, et on se rend compte que finalement le monde ne s'arrête jamais, il y a toujours des choses. On va parler... Et complètement tout le temps en transformation de toute façon. Exactement, et même dans la... Et heureusement, c'est plutôt rassurant. Ouais, c'est plutôt rassurant, mais même aujourd'hui, on voit que ce monde change, ce nouveau monde, on en a parlé, on en parlera encore. Il faut pouvoir s'adapter, il faut pouvoir créer, il faut pouvoir répondre aux besoins des clients qui n'étaient pas les mêmes il y a quelques mois. Il y a beaucoup de marques aussi qui avaient le momentum JO et qui derrière étaient plutôt tranquilles, et là ils sont en panique en se disant ok, qu'est-ce qu'on sort, qu'est-ce qu'on fait, comment on active, comment on fait ci, comment on fait ça. Donc même les boîtes évoluent, les genres dans les boîtes aussi évoluent. Donc c'est un moment qui est important, et dans l'écriture de choses qu'on avait pensé il y a 3-4 ans, qu'on avait peut-être mis de côté, finalement ça revient, donc tu rechallenges des clients, t'es toujours en mouvement, toujours. Enfin, de toute façon, c'est un mot qui est important, toujours être en mouvement, et ça permet de... En fait, t'as jamais raccroché les crampons, quoi. Tu cours, quoi. Ouais, c'est ça, jamais raccrocher les pointes. Ouais, courir, oui, les pointes, pardon, les crampons, c'est plus pour le foot, t'as raison. Courir, être en mouvement, découvrir aussi l'expression de besoin de certains clients qui se rendent compte des choses qui sont possibles d'être faites, comment on touche à un autre marché, comment on rend aussi attractif notre entreprise, comment on collabore avec d'autres, et ça permet de grandir, toujours de grandir, de se nourrir de nouvelles choses, de nouvelles compréhensions, de nouveaux marchés, etc. Et ça a pas de prix. Alors pour conclure, est-ce que tu aurais un message à transmettre à ceux qui t'écoutent, qui soient un jeune athlète, un jeune entrepreneur, ou simplement en quête de motivation et de persévérance? Une petite conclusion. Alors, laisse-moi te donner une petite conclusion. Qu'est-ce que tu aurais aimé peut-être entendre, toi, quand tu étais plus jeune? Quelque chose qui aurait pu t'inspirer? Elle n'est pas facile, la question. La question n'est pas facile. Non, honnêtement, en petite conclusion, je dirais... ça fait un peu vieux jeu, mais croire en soi. Croyez en vous. C'est essentiel. Ouais, croyez en vous. Je pense que c'est hyper important, et ça amène des choses parfois à des moments difficiles ou des moments clés, une réalisation, une prise de décision qui fait la différence. Donc croire en soi, je pense que c'est hyper important. Ça me va très bien de finir là-dessus. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis une belle continuation. À toi aussi. Et de beaux projets encore, et beaucoup de beaux engagements, et encore plus de collaborateurs qui viennent te rejoindre. Voilà. Merci.